Ça tourne chez moi. Ok, bon bah bonjour, bonjour à tous. Alors, c'est vrai que par rapport à ce qu'on fait d'habitude à la Société Louise Michel, là on a décidé de faire quelque chose d'un peu différent. On va appeler ça Impromptu 1. C'est-à-dire qu'il se passe des choses en France, alors on ne peut pas toujours rester dans les livres, inviter des universitaires, etc., même si on aime beaucoup ça. Mais bon, là, il y a un peu d'action, il y a un peu de mouvement, donc on s'est dit que c'était bien d'en rendre compte. Alors j'ai invité deux locuteurs de grands talents, Michel Scotto Di Carlo, qui est coprésident de l'AFA, avec Sophie-Anne Le Sen. L'AFA, c'est Actrice-Acteurs de France Associés. C'est une structure qui remonte à 2014. Vous n'êtes pas vraiment un syndicat, c'est ça? Non, non, pas du tout. Vous vous présentez comment alors? C'est l'association professionnelle, une association professionnelle des actrices et des acteurs de France. Très bien. Et puis alors on a Joachim Salinger qui est là, qui est délégué de la section régionale Île-de-France du SFA, c'est le syndicat français des artistes-interprètes, CGT, qui est dans sa forme actuelle, c'est une organisation qui remonte à 2017. Ah non. Non, pardon, à 1917. Oui, probablement 1917. 1917. Le SFA, donc syndicat français des artistes-interprètes, qui regroupe les acteurs, les comédiens, les danseurs, les chanteurs de variété, les artistes de rue. Voilà, tout ce qui est dans la catégorie des artistes-interprètes. Okay, on est affilié à la Fédération CGT des spectacles. Okay. Alors ce qui nous intéresse évidemment, c'est les occupations des théâtres. L'Odéon est occupé depuis une quarantaine de jours, je crois. Hein, le 4 mars. Ok, et il y a 80 théâtres occupés en France? Un peu plus, on est à un peu plus d'une centaine, 102 ou 103 lieux au dernier recensement. Très bien. Alors bon, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir un petit peu d'abord un historique des occupations, hein, et puis bon, les revendications, hein, qu'est-ce qui est revendiqué par ces occupations, comment elles s'organisent, sans doute comment les théâtres occupés communiquent les uns avec les autres, enfin, comment ça se passe à l'intérieur du mouvement, et puis est-ce que vous envisagez évidemment une extension pour élargir un petit peu le mouvement? Bon bah je vous laisse hein, donc les occupations, elles se sont faites les unes après les autres, par ricochet, je dirais, par cette volonté absolument implacable du monde du spectacle de se faire entendre, il n'est pas vraiment entendu. Et puis de porter ces revendications qui ont évolué hein, au cours de ce mois d'occupation, pour s'élargir à une lutte plus commune, à une forme de convergence des luttes et une forme, je dirais, de prise de conscience qu'il faut absolument lutter contre cette réforme d'assurance chômage qui est de la pire espèce, puisque voilà, ça va mettre des gens à la rue, en précarité, et puis tous ces intermittents de l'emploi, je crois que c'est 800 000, plus de 800 000, entre 800 000 et jusqu'à 2 millions, qui vont perdre leurs droits. Et cela éveille chez les intermittents du spectacle, commence à éveiller une forme de compréhension de ce qui risque de leur arriver également, puisque nous serons évidemment les prochains sur la liste au nom de l'équité, puisque tout le monde aura été mis dans des conditions de précarité. Il n'y a aucune raison que d'autres catégories sociales ne le soient pas au nom de l'équité, donc nous serons sûrement les prochains. Voilà, bon, c'était une vision assez globale voilà. Ce qui est sûr, c'est que nous, là, on est à la 6e semaine hein, d'occupation à l'Odéon. Ça a débuté le 4 mars, tout simplement parce que, en marge d'une mobilisation, on va dire, assez globale hein, dans le monde du spectacle, où il y avait eu quelques rendez-vous forts, une manifestation le 15 décembre qui était assez importante à Paris. Et le 4 mars aussi, il y avait une manifestation qui allait de la place de la République à la place de la Madeleine. À la CGT, on s'est dit que cette forme de mobilisation ne suffisait plus à attirer l'attention, ne suffisait plus pour peser et qu'il fallait, entre guillemets, enclencher une autre forme au mouvement. Et donc on s'est arrangé pour rentrer ici, à l'Odéon, dans ce théâtre national, en plein Paris, juste derrière le Sénat, pour créer une forme d'événement, créer une forme d'attention autour de nos problématiques. Et on avait l'idée au départ de rester peut-être quelques jours. On ne prévoyait absolument pas d'entrer dans un mouvement qui aurait pu durer au départ aussi longtemps qu'il dure aujourd'hui. Simplement, très vite, dans les premiers jours, on a compris que l'occupation qui débutait à l'Odéon cristallisait quelque chose
qu'il y avait énormément d'écho, énormément de soutien qui venait de plein de théâtres, qu'on avait beaucoup l'attention de la presse, ce qui à la fois était très bien, mais nous surprenait, je vais utiliser une expression suisse, ça nous a déçus en bien, voilà. Et donc on a très vite dit, il faut lancer un appel à l'élargissement, à ce que d'autres lieux soient occupés sur le territoire, qu'on ne soit pas les seuls ici, dans cette place centrale, à devenir une espèce de symbole ou un emblème. Et on a lancé les appels et ça a répondu très vite. Et une dynamique s'est lancée. Malheureusement, pour l'instant, on a assez peu de choses concrètes en réponse à nos revendications. Et ça, il y a quand même une espèce de surdité étonnante de la part des pouvoirs publics. On a un certain nombre de choses qu'on revendique. Ça fait maintenant plus d'1 an que cette crise sanitaire a débuté. Ça fait plus d'1 an que des salles de spectacle sont fermées. Pour certaines, sont discontinuées. Les plus grandes salles, les plus grandes salles de concert ont fermé au début du mois de mars 2020 et n'ont toujours pas réouvert. Certaines salles de spectacle, certaines formes de spectacle ont pu avoir lieu à l'été dernier et au début de l'automne, mais tout a été refermé à partir de la mi-octobre. Et là, on est à un moment où on a besoin d'avoir des réponses. En gros, il y a plusieurs volets. Il y a un volet concernant nos droits sociaux. C'est l'importance de réclamer la prolongation de ce qu'on appelle l'année blanche, c'est la prolongation de nos droits à indemnisation chômage spécifique, ce sont les annexes 8 et 10, pour les travailleurs du spectacle. On demande aussi l'élargissement, mais ça on va y revenir tout à l'heure, à tous les intermittents de l'emploi, hors spectacle. Si on parle de notre secteur, on demande aussi une garantie concernant des droits sociaux tout simples, c'est-à-dire le fait de pouvoir avoir un arrêt maladie indemnisé, un congé maternité indemnisé. Et ça, la crise sanitaire implique que certaines personnes en sont exclues. C'est peu de personnes, mais pour celles-là, ça a des conséquences catastrophiques. Il y a des mesures toutes simples qui peuvent être prises pour pallier à ça et qui ne le sont toujours pas aujourd'hui, malgré les engagements du gouvernement. On va dire très clairement, c'est Jean Castex, le Premier ministre, qui s'est engagé à régler cette situation autour du 18 mars. Et on est 1 mois après et aucun décret, aucun texte n'a toujours été. Tu voudrais dire par là, tu insinuerais que Jean Castex n'a pas de poids au gouvernement? Je n'insinue pas, je dis les faits, je dis qu'il s'est engagé devant nous, qu'il s'est engagé devant nous à prendre des mesures rectificatives pour ça, et qu'1 mois après, toujours rien. Voilà. On a des caisses sociales qui dépendent aussi fortement des cotisations pour leur financement. C'est les congés spectacles, c'est l'équivalent de nos congés payés adaptés dans le monde du spectacle. C'est notre volet de la prévoyance, c'est notre médecine du travail spécifique, qui sont des services qui sont extrêmement utilisés depuis 1 an notamment par les artistes, par les techniciens. Mais le financement de ces caisses, il est dépendant de l'activité. Et depuis 1 an, l'activité, elle s'est effondrée et on a besoin d'aide particulière. On demande aussi tout simplement des moyens mis sur la table, des moyens sérieux pour la reprise d'activité. La reprise d'activité, elle ne va pas se faire simplement en ouvrant les théâtres, en ouvrant les cinémas. Il va falloir, d'une part, discuter et se mettre d'accord sur les conditions sanitaires de la reprise, sur les calendriers. Ça, c'est évidemment aussi dans nos revendications, mais on a besoin que de l'argent soit mis à disposition pour que ça reparte. Parce que pour sortir un film, il faut s'y prendre 4 à 6 semaines à l'avance. Pour monter une production, quelle qu'elle soit, que ce soit dans le domaine du théâtre, de l'opéra, de la danse, de la musique, c'est des semaines de préparation, de répétition, c'est tout un travail en amont. Il ne suffit pas de claquer les doigts, il faut mettre de l'argent pour ça. Et là-dessus, on a aussi quasiment aucun retour. Il y a tout un volet aussi qui est essentiel, puis on a déjà parlé, mais pour reparler, c'est la revendication de l'abandon de la réforme d'assurance chômage. Ça, c'est le régime général. C'est une réforme qui doit entrer en vigueur au 1er juillet. Elle va faire, il y a une nouvelle note de l'UNEDIC qui est sortie il y a une dizaine de jours. Elle va toucher, si elle a été mise en œuvre complètement, jusqu'à 1,7 million de gens indemnisés qui vont voir leurs droits minorés. Et là où c'est assez étonnant, c'est que ce sont les gens qui sont dans l'emploi discontinu, c'est-à-dire
globalement les plus précaires parmi les chômeurs qui vont être le plus impactés négativement. C'est-à-dire qu'au bout d'un peu plus d'un an de crise sanitaire qui entraîne des conséquences sociales que personne ne nie, que tout le monde voit et qui sont graves, qui sont importantes, le gouvernement pense que ce qui est important maintenant, c'est de minorer les droits à indemnisation chômage des plus précaires. On en est là. Je voudrais te relancer sur ce que tu as dit sur les intermittents. Parce que donc tu parles des intermittents du spectacle et vous parlez de l'extension, de la recherche de solidarité avec les intermittents d'autres activités, peut-être les intérimaires. Oui. Donc comment ça s'organise? Est-ce que vous avez un peu d'écho de gens qui sont intermittents ou intérimaires dans d'autres activités? Ici, alors, l'occupation de l'Odéon, concrètement, il y a aussi des intermittents de l'emploi. Salut. Quel succès. Il y a aussi des intermittents de l'emploi, hein, puisqu'il y a des guides conférenciers, il y a des intermittents de l'emploi de l'hôtellerie, de la restauration. Ce sont des gens, par exemple, qui sont sur les tournages, hein, sur les catering. Bon, ce sont des gens qui tournent autour de nos métiers, beaucoup. Hein. Donc, ils sont dans la lutte ici avec nous, effectivement. Ouais. C'est les extras de l'hôtellerie-restauration, c'est des extras, on va dire, des métiers du tourisme, hein, comme les guides conférenciers ou d'autres métiers comme ça. C'est les gens qui travaillent sur des salons, sur des congrès, sur des mariages, sur des événements comme ça. Et eux, ils sont impactés à peu près de la même manière que nous, c'est-à-dire depuis le mois de mars 2020, où leur activité a quasiment été anéantie depuis maintenant un peu plus d'un an. Mais contrairement à nous, intermittents du spectacle, à eux, on ne leur a pas proposé d'année blanche. C'est-à-dire qu'ils ont eu droit à des prolongations de droits au fil de l'eau, certains mois, mais pas tous. Donc certains se sont retrouvés en fin de droit, alors qu'ils n'avaient pas la possibilité de travailler, puisqu'il n'y avait plus d'activité. C'est des situations absolument catastrophiques, oui. Et il n'y a aucune réponse pour l'instant qui est apportée. Dis-moi juste, si je me trompe, c'est les annexes, les annexes 4, c'est ça, qui ont disparu, tout ça depuis un petit pour moment, une partie, oui. Les intérimaires et les saisonniers, jusqu'à 2014, étaient indemnisés avec des règles spécifiques, adaptées un peu à leur pratique d'emploi, au sein de l'annexe 4 du règlement général de l'assurance chômage. Ça va être un peu technique, voilà. Mais l'annexe 4 a été vidée de sa substance, elle n'existe plus. Et effectivement, aujourd'hui, tous ces gens-là, tous ces métiers-là, qui sont des intermittents de l'emploi hors spectacle, n'ont pas de règles spécifiques adaptées à leur rythme de travail. J'en parlais juste pour attirer l'attention sur effectivement le fait que ça peut exactement se passer comme ça pour nous. C'est-à-dire que quand les choses sont de leur substantifique moelle, comme tu dis, eh bien les droits s'effondrent également. Et ce qui fait qu'effectivement dans deux situations, j'avais vu cet exemple qui était assez parlant, d'un tournage de film où une femme dans une cantine ou un mec dans une cantine sur un tournage qui est payé par la production, donc intermittent du spectacle, la boîte qui fait la bouffe embauche un extra qui fait le même travail pendant toute la durée du spectacle, il ne bénéficie d'aucun régime spécifique puisqu'il n'est pas intermittent de l'emploi. Deux personnes font le même travail, il n'y a pas la même indemnisation, il n'y a pas la même protection. Donc ça, c'est pour ça que cette réforme de l'assurance chômage, qui est le régime général, c'est une globalisation qu'il faut bien comprendre parce qu'à chaque fois, on va entamer les droits de toutes les spécificités pour baisser les droits de tous les salariés, quels qu'ils soient. Et ça, c'est un peu la force. Je me permets juste de dire quelque chose que tu as parlé de revenir sur comment les occupations se sont enchaînées. Il me semble que les premières occupations qui ont suivi l'Odéon, c'était le TNS et la colline, je crois, non? Oui, voilà. Il y a le TNS et la colline. Alors, il faut dire qu'on a une attachée de presse assez étonnante, en la personne de Roselyne Bachelot, qui au troisième jour de l'occupation ici s'est invitée, sans prévenir personne. Et du coup, sa visite surprise, qui... même malgré elle d'ailleurs, j'étais là, a été filmée complètement. Enfin, elle ne savait pas qu'il y avait une équipe de télévision sur place à ce moment-là. Qui était d'ailleurs en train de dire on va pas rentrer. Voilà. Et donc sa venue a aussi mis un coup de projecteur médiatique à notre occupation. Et c'est aussi dans la foulée qu'on a lancé les appels. Et effectivement, les premières occupations juste derrière, ça a été des mouvements d'étudiants d'art dramatique et autres qui sont allés occuper notamment le TNS et le Théâtre National de la Colline. Je mentionne ça parce que il y a quelque chose d'important, c'est la jeunesse qui a repris le mouvement en fait,
grâce à l'intervention de notre attaché de presse. Donc la jeunesse a repris le mouvement. Et je ne dis pas ça par hasard. C'est-à-dire que la jeunesse commence à bien compris, commence à comprendre de plus en plus l'importance de ce qui va en train de leur arriver, parce que c'est l'avenir. Ils sont impactés, mais immédiatement, et tout l'avenir, toute leur projection d'avenir s'est arrêtée brutalement. Et ces non-réponses dont on parle dans cette espèce de on fait des propositions, personne ne nous entend, on continue. Bon, c'est une espèce de jeu de marche dont on a l'habitude. Mais j'aimerais ramener à ça, à la dernière lettre des occupants du TNS, je ne sais pas si vous l'avez lu, cherchez-la. Nous sommes vos suicidés. C'est comme ça que ça s'appelle. Et ce sont des jeunes qui ont entre 19 ans et 26 ans et qui expliquent ce qui est en eux, ce qu'ils vivent de l'intérieur. Au-delà de toutes les considérations techniques, on va dire, hein, ce qu'ils vivent de l'intérieur. Toutes ces non-réponses, ce à quoi ça les confronte profondément dans leur vie d'être humain, personnel, mais aussi dans leur vie en tant qu'artiste. C'est vraiment, je vous engage à le lire, hein, vous le trouvez sur Internet, hein, c'est la lettre des occupants du TNS. Ce sont on va le mettre sur le site. C'est sur un blog Mediapart, je crois. Oui, enfin ça se trouve très facilement. Et cette lettre est assez puissante, et elle remet en perspective aussi tout ça. Tout ce dont on pourrait dire que c'est un jeu politique, machin. Il y a derrière tout ça une réalité profonde d'être humain, et notamment d'artistes. Et les artistes, c'est quand même... Enfin, on va ramener ça aussi sur le côté artiste. L'artiste, il est là aussi pour... c'est pas pour sur le nom des biens, il a une fonction principale d'ouverture des yeux, d'ouverture de cette perception de cette personne qui disait le regard virginal un regard virginal sur tout ce qui l'entoure, sur le présent, sur tout ce qui l'entoure, tout le monde entier, et qu'il doit restituer absolument pour faire société. Et Michel, tout comme moi, on est des artistes de l'oralité, on est des artistes d'une certaine manière de la transmission, et c'est aussi, pour aller dans ton sens, mais quelque chose de très important qu'on soit là pour transmettre quelque chose de l'ordre, non seulement d'un désarroi, non seulement d'une colère, mais aussi des espoirs, notamment de cette jeunesse qui se mobilise, pas que, aussi de gens qui se mobilisent un peu en dehors de nos métiers, mais à qui, étant donné la proximité des pratiques d'emploi, c'était évident qu'il fallait faire alliance, donc ces intermittents de l'emploi hors spectacle. Ça me fait penser à une chose, c'est qu'on n'a pas expliqué un peu comment on se coordonne ou comment on se parle entre lieux occupés. Il y a tout un travail justement qui est fait pour que, même si dans chaque lieu, évidemment, chaque lieu s'organise de la manière dont il le souhaite, voilà, on puisse discuter comme une équipe. Évidemment, entre personnes syndiquées, on discute entre nous, ça c'est assez logique, voilà. On forme d'une certaine manière un réseau social structurant qui existe, comme vous l'avez rappelé. Et structuré. Et structuré depuis un peu plus d'un siècle. Par ailleurs, on organise des discussions très régulières entre les lieux occupés. Certaines ont vocation à être rendues publiques, donc c'est tout simplement des Facebook Live entre les lieux occupés sous forme de conférences ou sous forme de discussions un peu cadrées qui sont diffusées vers l'extérieur. D'autres, c'est des discussions tactiques, des discussions stratégiques, donc qui restent entre guillemets entre nous, parce que c'est normal, il faut des temps aussi pour s'organiser. De leur côté, les lieux occupés par la jeunesse se sont aussi organisés, ont aussi organisé un certain nombre de conférences de ce type-là, et sont arrivés à proposer un certain nombre de revendications propres. C'est très important, c'est-à-dire que nous, on n'a pas voulu décider de parler à la place de cette jeunesse mobilisée. Maintenant, ils ont construit eux-mêmes leurs propres revendications, et ça c'est très important que ce soit elles et eux dans les lieux qui tiennent depuis ces lieux-là qui parlent et qui communiquent et qui revendiquent sur non seulement les inquiétudes que leur génération porte, mais aussi les propositions qu'ils ont à formuler. On est quand même sur quelque chose où il y a au moins 2 classes d'âge absolument sacrifiées au niveau de leur insertion professionnelle. C'est catastrophique. Enfin, les gens qui sont sortis d'école en juin 2020 et ceux qui vont sortir maintenant, on parle des écoles d'art, on parle des écoles de formation professionnelle dans les métiers du spectacle, c'est ahurissant. Ces gens-là vont avoir des débuts professionnels terribles.
Et pour l'instant, il n'y a quasiment rien qui leur est proposé pour favoriser leur insertion professionnelle, pour les accompagner sur le plan social, mais aussi tout simplement sur le plan professionnel. Oui, c'est donc une grande mission qui nous est donnée à nous, associations, syndicats, collectifs, et tous les gens qui veulent bien rentrer dans la discussion pour une forme de lutte, on va dire aussi, de faire, c'est quelque chose que j'emploie souvent, de faire bifurquer notre pensée. Vraiment, il faut quand on parle de ces réunions tactiques, de toutes ces conversations, vraiment que chacun d'entre nous fasse un gros effort de penser pour construire, pour faire notre projet, pour faire un projet, pour construire un vrai projet, pour construire, s'atteler aux nouvelles politiques culturelles, au-delà de ce qu'on pourrait imaginer, pour qu'il y ait à la disposition de cette jeunesse des appuis, je dirais, un peu concrets, des projections concrètes, d'une autre façon de faire de la culture, d'une autre façon d'organiser nos modes de production, d'une autre façon de vivre nos métiers, parce que cette autre façon de vivre nos métiers, elle va immanquablement arriver. Avec cette crise, et avec toutes les crises qui nous attendent, et notamment cette crise qui est en route sur cette bifurcation écologique qu'il faut absolument faire, le lien, mais ça va faire des conditions d'existence et de sociétés différentes d'aujourd'hui, donc il faut se préparer à ça. Il faut que nous aussi, nous soyons dans la proposition d'un avenir, dans la proposition d'une construction d'un avenir sur lequel on puisse s'appuyer, cette jeunesse puisse s'appuyer, et surtout, vraiment leur donner la clé, vraiment leur donner la main. Ouais. Parce que j'aime bien citer des... il faut parler un peu de l'avenir, et l'avenir immédiat. C'est ça l'avenir. Oui, mais l'avenir immédiat, c'est, je vais te dire assez crûment avec mon langage syndical, excuse-moi Michel, excusez-moi, c'est continuer à construire et continuer à amplifier le rapport de force. Je ne sais pas exactement quand l'émission sera diffusée, mais on a 2 rendez-vous devant nous importants. Vendredi prochain, le 23 avril, il y a une manifestation, il y a des mobilisations partout en France, mais à Paris, il y a une manifestation qui partira à 14h de la place d'Italie pour réclamer spécifiquement l'abandon de la réforme de l'assurance chômage. Et on donne rendez-vous évidemment une semaine plus tard, le 1er mai, pour amplifier cette chose. Vous savez, cette histoire de revendications, la majorité des revendications qu'on a posées aujourd'hui et qu'on a expliquées, ça fait quasiment 1 an qu'on a fait les constats. Concernant l'insertion des jeunes, concernant la nécessité d'un plan de relance, concernant la nécessité de la prolongation des droits d'assurance chômage, concernant aussi les risques qui pesaient sur un certain nombre de caisses sociales. Là-dessus, vraiment, alors évidemment les degrés sont différents aujourd'hui d'il y a 1 an, mais dès la mi-avril 2020, nous on avait pointé les problèmes, on avait posé des questions, on avait construit des pistes de réponse, on avait fait remonter ça, notamment au niveau du ministère de la Culture, mais à tous les interlocuteurs importants. On est 1 an après et il n'y a quasiment eu aucune réponse et aucune prise en charge sérieuse. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Nous avons eu aussi avec les associations professionnelles des rendez-vous avec les DRAC, donc les directions régionales d'action culturelle, la PGCA, où nous avons fait des propositions avec l'AFA, Actrices Acteurs de France Associés. On a fait une proposition d'ouvrir des lieux intermédiaires le plus rapidement possible. On avait fait un financement pour désengorger la programmation culturelle qui est en train d'arriver. Enfin, des propositions assez concrètes, voilà, vraiment. Et, comme disait ma professeure de sciences quand j'étais en terminale, et le silence me répond. C'est-à-dire que nous n'avons jamais aucune réponse, mais nous ne manquons pas d'avoir des rendez-vous. Ils sont très forts. Alors, on fait des rendez-vous avec ces institutions, et enfin, en tout cas avec nous, ils nous montrent les plans de relance avec des millions par-ci et des millions par-là. On ne sait pas qui va les attribuer, où ils vont être attribués concrètement. Voilà. Alors, eux, ils nous disent qu'ils ont des millions, et nous, on leur dit, fléchez les trucs, voilà une proposition concrète pour organiser ce plan de relance, et derrière, nous n'avons aucune réponse. Jamais. Merci. Pour conclure, tu veux bien rappeler les deux dates de mobilisation ? Les 2 prochains rendez-vous, ils vont être nationaux, mais du coup également à Paris. C'est le vendredi 23 avril, dans le cadre des Vendredis de la colère, une manifestation pour réclamer l'abandon pur et simple de la réforme de l'assurance chômage prévue au 1er juillet. Et une semaine plus tard, le 1er mai, un 1er mai qui sera aussi sous le signe de cette mobilisation-là,
parce que c'est essentiel d'amplifier, notamment sur ces questions de mobilisation. Là-dessus, on a besoin que quelque chose s'élargisse et qu'il y ait une prise de conscience qu'on ne peut pas, aujourd'hui, après un peu plus d'1 an de crise, avoir comme seul horizon politique de taper sur les plus précaires et les plus pauvres.